Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue pour votre rendez-vous avec le fait de société et le True Crime. L'affaire dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Ensemble, nous revisitons les affaires qui font l'actualité. Chaque semaine, nous sommes avec Jean-Marie Bordry. Toujours. Bonjour Victor Stéphane. Lefebvre, Bonjour le Stéphane rédacteur Simon. en chef de la revue Affaires criminelles. Et Jade Serrano, journaliste, spécialiste d'investigation. Bonjour donc à tous les trois. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire de la tuerie de Chevaline, un mystère qui plane depuis plus de 12 ans et qui a rebondi récemment, notamment grâce aux révélations du Parisien aujourd'hui en France et son journaliste enquêteur que nous sommes ravis d'accueillir, Ronan Folgoas. Bonjour. Bonjour Stéphane Simon. Alors Ronan, vous avez sorti un beau scoop, comme on dit dans le métier. Les enquêteurs sont cette fois sûrs de tenir une piste solide. Oui, une bonne piste, un profil en tout cas, un profil type qui doit correspondre, qui peut correspondre au tueur qu'il recherche désespérément depuis 12 ans. C'est un profil de militaire aguerri, peut-être un ancien membre des forces spéciales. Alors, si vous le voulez bien, on ne va pas en dire plus pour l'instant et on va commencer par rappeler les faits. Et c'est Victor Lefebvre qui vous raconte les assassinats mystérieux de Chevaline. Nous sommes le samedi 1er septembre 2012. Les Al-Hili, une famille britannique originaire d'Irak, a quitté depuis maintenant quelques jours le sud de l'Angleterre pour passer quelques jours de vacances en Haute-Savoie. Avec leur break BMW couleur Bordeaux et leur caravane, ils viennent de s'installer dans le camping Europa du lac d'Annecy. Le départ est prévu le 4 septembre. La famille est composée de 5 membres. Saad, le père, Iqbal, sa femme, les 2 filles, Zainab, elle a 7 ans, et Zina, 4 ans, et la grand-mère. Saad est ingénieur en conception mécanique aéronautique. À 50 ans, il gagne bien sa vie et possède une maison dans le Surrey, un comté aisé du sud-est de Londres. C'est la 3e fois qu'il se rend sur les bords du lac d'Annecy avec sa femme et ses enfants. À tel point que les Al-Hili envisagent sérieusement de s'installer dans les environs. En cette fin d'été, le temps est à l'orage dans ce coin touristique de Haute-Savoie. La température frôle les 10 degrés. Le 3 septembre 2012, un jour avant le départ, la date de départ programmée, les Al-Hili quittent leur lieu de villégiature. Ils parcourent quelques kilomètres jusqu'à un prochain camping qui domine le lac d'Annecy, le solitaire du lac. Le 5 septembre, Saad demande à sa fille aînée ce qu'elle aimerait faire de sa journée. Zainab propose une balade en montagne. À 14h30 précisément, la famille s'engouffre dans le break BMW. Saad roule quelques kilomètres, puis s'engage sur la route boisée de la Combe d'Ir et gagne la commune de Chevaline, petit village perché au bout du lac d'Annecy. Le hameau en lui-même n'a pas grand intérêt, mais il a le mérite de comporter à son point le plus haut un départ de randonnée prisé des amateurs. Le même jour, Sylvain Mollier, 45 ans, employé dans un atelier de production dans une usine de Savoie, enfourche son vélo pour une petite balade dans les environs. Il entend bien profiter de son congé paternité pour prendre un peu l'air. À 15h28, alors qu'il entame la montée de la Combe d'Ir, il reçoit un coup de téléphone de son ex-compagne. La conversation qui porte sur la garde des enfants ne dure pas très longtemps. Après avoir raccroché, Sylvain Mollier remonte sur son vélo et dépasse un homme à VTT. La pente modérée est largement à sa portée. Sylvain Mollier s'arrête quelques mètres avant le panneau d'information de l'ONF, l'Office national des forêts. La route s'arrête en cul-de-sac à l'entrée du sentier forestier réservé aux randonneurs. À peu près au même moment, le break des Al-Hili arrive. Lorsqu'il parvient finalement au parking de la Combe d'Ir, le VTTiste dépassé quelques minutes plus tôt par Sylvain Mollier découvre une véritable scène d'horreur. Son intuition première est de penser qu'un grave accident de la route vient de se produire. Il n'en est rien. Au sol gît inanimé Sylvain Mollier, comme s'il avait été percuté par le puissant break BMW des Al-Hili. Le VTTiste, un Anglais d'origine néo-zélandaise nommé William Brett Martin, ancien membre de la Royal Air Force. Au sol gît inanimé Sylvain Mollier, comme s'il avait été percuté par le puissant break BMW des Al-Hili. Le VTTiste, un Anglais d'origine néo-zélandaise nommé William Brett Martin, ancien membre de la Royal Air Force, déplace le corps de Mollier sur le côté. Rien à faire, son cœur ne bat plus. Il s'approche alors de la voiture, dont le moteur tourne encore. Les vitres sont criblées de balles, les pneus tournent dans le vide. À l'intérieur, 3 morts, le visage défiguré par les balles. Saad, Iqbal et la grand-mère. À proximité, une petite fille est allongée sur le sol.
Il s'agit de l'aînée, Zainab. Elle respire encore, mais elle semble gravement blessée. Brett Martin a le réflexe de la passer en position latérale de sécurité avant d'appeler à l'aide en catastrophe. Il est 16h lorsque les pompiers et les gendarmes arrivent sur les lieux du crime. Zainab est aussitôt évacuée en urgence vers le CHU de Grenoble pour être placée en coma artificiel. Elle souffre d'une double fracture du crâne et d'un hématome sous-dural. Aucune trace en revanche de la petite Zeina, 4 ans. Vers minuit, les spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, dépêchés en urgence, commencent les relevés. Des traces de pneus, des étuis à cartouches, des douilles de calibre 7,5 mm ainsi qu'un bout de crosse de pistolet sont retrouvés. Ils avancent prudemment jusqu'à la voiture. Vers minuit 30, soit près de 9 heures après le carnage, ils découvrent cachée sous la jupe du cadavre de sa mère une petite fille recroquevillée. C'est Zina. Elle est restée parfaitement immobile en état de choc, mais indemne. L'enquête avance à grands pas. Le ratissage des douilles retrouvées sur la zone permet d'identifier l'arme du crime, un Luger P06. L'arme n'est pas commune et elle est loin d'être facile à manier. Il faut être parfaitement exercé et entraîné pour savoir s'en servir. Il s'agit d'un pistolet de conception allemande, utilisé notamment par l'armée suisse au début du XXe siècle. C'est une arme appréciée des collectionneurs. Les enquêteurs restent interdits. Ce n'est pas le genre d'arme qu'utiliserait un tireur professionnel, par exemple un tueur à gages, pour commettre un tel massacre. Car l'homme qui a commis ce carnage s'est montré d'une précision diabolique. Sur les 21 coups de feu tirés en l'espace de 2 minutes, 17 ont atteint leur cible. Sylvain Mollier a reçu 3 balles dans le dos et 2 dans la tête. Saad Halili et son épouse ont tous les deux été touchés par 4 balles, dont 2 en pleine tête. La mère d'Iqbal, quant à elle, a été touchée par 3 balles, dont 2 en pleine tête. Enfin, Zainab a quant à elle été touchée par une balle dans l'épaule. Le tireur, dont l'arme s'est probablement enrayée, ou peut-être est-il arrivé à court de munitions, a adressé ensuite un violent coup de crosse sur la tête de la petite fille. La précision chirurgicale des tirs et le sang-froid dont a fait preuve le tireur ne laissent aucune place au doute. Il s'agit d'un homme chevronné, déterminé, sans pitié. Collé sous la roulotte, les enquêteurs remarquent également un morceau de sparadrap qui leur fait penser qu'un tracker GPS a pu être installé sur le véhicule. Le 7 septembre, le procureur ouvre une information judiciaire pour assassinat et tentative d'assassinat. Le témoignage de William Brett Martin s'avère particulièrement précieux. Alors qu'il s'approchait du parking où ont été retrouvés les corps, il assure avoir aperçu une moto blanche en train de descendre la combe d'Ir. Un autre témoignage vient corroborer ce récit. Les 2 employés de l'ONF, présents à proximité des lieux, affirment eux aussi avoir croisé un motard sur la partie de la route interdite aux véhicules. Les agents lui ont demandé de faire demi-tour. Ce bref échange leur a laissé le temps de noter un détail curieux. Le casque du motard de couleur sombre présentait une ouverture latérale. Au cœur de cette ténébreuse affaire se trouve la question du mobile. Le tueur avait-il véritablement une raison de s'en prendre à la famille Halili et à Sylvain Mollier ? Qui était la véritable cible de ce tireur ? Le cycliste français est-il une victime collatérale ? Pourquoi la famille Halili s'est-elle retrouvée en vacances en Haute-Savoie, à des centaines de kilomètres de son domicile, alors que l'école avait déjà commencé outre-Manche ? Autre coïncidence plus que troublante. Après plusieurs mois de recherche, les enquêteurs s'aperçoivent que l'ex-mari d'Iqbal Halili, un Américain du nom de James Dudley Thompson, est mort le 5 septembre 2012, le même jour que son ex-femme, à quelques heures d'intervalle seulement. Officiellement, il est mort d'une crise cardiaque. Iqbal Halili était-elle en réalité la cible du tueur ? Aucune autopsie et aucune analyse toxicologique n'ont été réalisées sur le corps de Thompson. Les enquêteurs restent perplexes. Toutes les pistes sont étudiées. La possibilité d'un conflit entre Saad et son frère autour de l'héritage du patriarche de la famille, un temps exploré et finalement écarté. Un autre témoignage sème le doute. Celui-ci émane d'une amie de Sylvain Mollier. Dans les colonnes du quotidien local à la Savoie, cette femme raconte sous couvert d'anonymat que Mollier lui avait avoué peu de temps avant sa mort qu'il fallait qu'il fasse attention dans la rue, qu'il craignait de prendre un coup de fusil. Une petite phrase que les enquêteurs ne s'expliquent pas. En admettant que le cycliste ait été la principale cible du tireur, pourquoi décimer une famille entière dans le même temps ? Après plusieurs mois de recherche, de conjectures et d'interrogatoires menés conjointement en France et en Angleterre, les enquêteurs se trouvent dans une impasse. Selon toute vraisemblance, Sylvain Mollier et Saad Halili ne se connaissaient pas, n'avaient jamais été en contact par le passé et n'avaient pas rendez-vous pour échanger de quelconques documents secrets
comme cela a pu être envisagé au début de l'enquête. Les enquêteurs n'ont pas non plus trouvé le moindre indice permettant d'indiquer que la Lily ait été suivie sur leur trajet. La piste du sparadrap collé à la caravane n'aboutit à rien. L'expertise balistique n'a pas permis de remonter jusqu'à un détenteur du Luger, ni en France, ni en Suisse, ni même en Allemagne. Enfin, les tests ADN n'ont rien donné. L'audition de Zainab, à sa sortie du coma, n'a rien révélé, aux grandes dames des enquêteurs qui misaient beaucoup sur son témoignage. Et pour cause, elle est la seule personne encore vivante à avoir aperçu le tireur. Fin 2018, seuls 5 enquêteurs français travaillent à plein temps sur la tuerie de Chevaline, contre 90 au début de l'affaire. Pendant plusieurs années, l'enquête végète. Quelques interrogatoires menés ça et là permettent de cibler des suspects, mais tous sont finalement mis hors de cause. À l'été 2022, le pôle Cold Case du parquet de Nanterre, nouvellement créé, hérite de l'affaire. La tuerie de Chevaline figure en haut de la pile des dossiers des magistrats du parquet spécialisé. Et pour cause, avec l'affaire Dupont-de-Ligonnès ou encore l'affaire Véron, il s'agit de l'une des affaires non élucidées les plus mystérieuses et les plus médiatisées. Le 17 octobre 2024, tout récemment, une reconstitution est organisée sur les lieux du quadruple homicide. C'est un moment décisif et le dernier tournant en date de cette affaire. Ainsi que le révèle le journal Le Parisien, la reconstitution permet d'affiner le profil du tireur. Dépêché sur place, un expert dans le domaine du tir exclut la piste du tueur à gages, longtemps envisagée, et penche plutôt pour le profil d'un militaire âgé d'une cinquantaine d'années qui aurait complètement vrillé après avoir suivi une formation au tir fichant, une technique de tir bien particulière utilisée ce jour-là. Mais l'identité du tueur reste un mystère. Le dossier tentaculaire est composé de 95 tomes et comporte plus de 8000 pièces. Zainab, 20 ans, et Zina, 17 ans, vivent désormais à l'étranger, sous une fausse identité. Merci Victor Lefebvre. Renan Folgoas, en quoi cette affaire est absolument extraordinaire? Parce qu'elle recèle de très nombreuses pistes. Les profils des victimes ne sont pas lisses. Cela vient d'être rappelé. Iqbal et comme son mari Saad présentent des aspérités dans leur parcours de vie. L'un pour des raisons personnelles, puisqu'il y avait un conflit majeur avec son frère sur la question du patrimoine paternel. Et puis la vie d'Iqbal aussi a sa part de mystère. Il a été envisagé, et c'est toujours, je peux vous le dire aujourd'hui, encore une piste à l'étude. Il a été envisagé que Iqbal ait pu faire partie d'un service de renseignement. Ce qui expliquerait son passage éclair et assez rocambolesque aux États-Unis, où elle a une fausse identité par ailleurs. Une fausse identité. Bon, du côté de Sylvain Mollier, il y a aussi des choses à dire, mais voilà, les victimes, et puis Stéphane Simon, les témoins présents sur place, ils ont tous aussi quelque chose d'assez étrange. Ils sont réunis là comme dans un cluedo en pleine nature, et les magistrats et les enquêteurs ont bien du mal à savoir qui dit la vérité et qui peut être au milieu de cette galerie de personnages qui peut être ment. Nous allons revenir sur ce cluedo dans un instant. On revient sur l'enquête de la tuerie de Chevaline. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles, dont le rédacteur en chef vient de nous rappeler l'affaire de la tuerie de Chevaline. C'était à l'instant. Merci Victor Lefebvre. Avec nous, Jade Serrano, journaliste d'investigation. Bonjour, et puis mon comparse Jean-Marie Bordry. Bonjour mon cher comparse. Voilà, avec nous aujourd'hui notre invité est Renan Folgoas, journaliste enquêteur au Parisien aujourd'hui en France. Renan Folgoas, expliquez-nous très concrètement pourquoi la justice pense qu'il pourrait bien s'agir d'un ancien militaire qui aurait vrillé. Ils sont à la recherche d'un profil assez rarissime. Un homme, probablement un homme d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de certitude même dans ce domaine, mais probablement un homme. Pourquoi probablement ? Parce que les caractéristiques d'un tueur et d'un tueur armé sur une scène de crime comme celle de Chevaline se rapprochent plutôt des caractéristiques masculines. C'est les profilers qui établissent ça sur la base d'expérience et sur la base de statistiques tout simplement. Et puis c'est le témoignage visuel de l'aîné de la famille qui dit avoir aperçu un homme blanc. Effectivement, avec toute la fragilité évidemment que comporte ce témoignage d'enfant, mais on est plutôt sur un profil masculin, un profil de militaire aussi, puisqu'il faut une expérience des armes et pas simplement, si vous voulez, celle d'un amateur de très bon niveau de tir sportif qui irait s'exercer sur des stands de tir classiques. Là, il faut une maîtrise de l'événement, il faut être capable de tirer en mouvement, il faut être capable de maîtriser ses nerfs.
de ne pas être effrayé par le cri des victimes, par le bruit des détonations. Il faut donc probablement une expérience d'une telle scène de crime. Et donc peut-être une expérience militaire sur des théâtres d'opération. Voilà, c'est une probabilité forte. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'arme utilisée, de marque Luger, est une arme de collection? C'est une arme rarissime? Qu'est-ce que c'est que comme... Non, c'est une arme de dotation parmi la population helvétique. C'est-à-dire que les hommes qui font leur service militaire et qui ont une carrière militaire en Suisse reçoivent cette arme en dotation. Et ils ont la possibilité, une fois arrivés à la retraite, de conserver cette arme. Et donc, voilà. Donc il y en a quand même pas mal en circulation. Et oui, bien sûr. Et ça se passe parfois sous le manteau, ça traîne dans un vieux grenier ou au fond d'un tiroir. Et vous voyez, ces armes, c'est une arme assez commune finalement dans la population suisse. Et donc, ce n'est pas seulement une arme de collectionneur qui serait simplement en circulation à quelques centaines ou quelques milliers d'exemplaires. C'est beaucoup plus vaste. Et est-ce qu'on peut dire que dans n'importe quelle brocante en Suisse, on peut trouver des Luger finalement, parce que si c'est une arme qui a été utilisée comme ça par l'armée, il doit y en avoir quelques-unes. Hein, c'est une arme, si vous voulez, qui est familière au sein de la population suisse. D'accord, parfait. Alors Victor, le profil d'un ressortissant danois est particulièrement étudié par les enquêteurs. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, c'est encore une des révélations du Parisien. D'ailleurs, les enquêteurs du pôle de Nanterre, Cold Case, en charge donc du dossier depuis l'été 2022, s'intéressent aux similarités entre la tuerie de Chevaline et le meurtre en Meurthe-et-Moselle de Xavier Baligan sur une aire d'autoroute de l'A31 un an plus tôt. C'est dans la nuit du 18 au 19 juillet 2011. Ce vacancier belge de 29 ans avait été abattu par un individu armé d'un fusil Schmitt Rubin K31. Donc c'est une arme également en dotation de l'armée suisse dans les années 1950. Ce n'est pas la même arme, mais en tout cas c'est aussi une arme de dotation de l'armée suisse. Et ce n'est pas tout. Les enquêteurs ont établi également qu'un ressortissant danois séjournait la nuit des faits dans un camping situé non loin de l'aire d'autoroute où a été tué Xavier Baligan. Ce même touriste a aussi loué un emplacement dans le camping de Saint-Joriose en Haute-Savoie du 3 au 5 septembre 2012, c'est-à-dire le même camping où séjournait la famille britannique Al-Hili à partir du 1er septembre 2012. Donc ça fait partie des pistes qui sont explorées actuellement. Vous voulez ajouter quelque chose sur ce profil danois? Oui, c'est-à-dire que là, ces deux profils ont émergé par comparaison entre des bases de données assez gigantesques. L'affaire Baligan, c'est aussi une affaire non élucidée. Il y a eu des centaines de personnes auditionnées, des milliers de profils étudiés, enfin en tout cas, dont les données ont été placées, ont fait partie de la procédure. Et donc, les enquêteurs ont essayé de frotter deux bases de données gigantesques, celle de l'affaire Chevaline et celle de Xavier Baligan. Et là, en frottant, il y a deux profils qui émergent. Mais le profil de ce campeur danois était intéressant. Ce que je peux vous dire aussi, et ce qu'on a appris tout à fait récemment, c'est vous voulez dire que le Parisien n'a pas encore écrit sur le sujet et que vous allez nous lâcher un scoop sur Sud Radio? Non, mais pour refermer aussi la piste de ce campeur danois, j'ai envie de vous dire malheureusement, c'est qu'ils ont ici, ce profil a été étudié. Ah, donc c'est une piste refermée. Et ce que je peux vous dire, c'est que il est mis hors de cause. Pour des raisons que je ne suis pas capable d'expliciter, mais son profil évidemment intéressait énormément les enquêteurs, mais ce n'est... ça fait partie des coïncidences du dossier. Voilà, cet homme visiblement se rend en vacances dans des lieux où il se déroulent des choses tout à fait terribles. Donc il faut éviter de croiser les vacances avec lui. Voilà. On apprend des choses. Alors, vous me donnez l'occasion justement de refermer un certain nombre d'autres pistes qui avaient été utilisées, qui avaient été réfléchies, pensées par les enquêteurs suite à cette tuerie. On avait parlé de Nordal Lelandais. Oui, parce que Nordal Lelandais, il est originaire de Savoie également. Rappelez-vous, donc le meurtre de Maëlys, c'était en 2017. Donc ça fait partie effectivement des pistes qui ont été explorées. Il est militaire. Il est militaire également. Alors après, les enquêteurs se sont quand même rendus compte qu'il n'avait pas forcément, je parle sous votre contrôle Renan, mais qu'il n'avait pas forcément suffisamment de technique et d'expertise pour commettre un tel massacre. Donc la piste a été... Oui, parce que là, on rappelle quand même qu'il faut un sacré sang-froid pour tuer plusieurs personnes d'autant plus comme que ça, le tireur, qui bouge et faire mouche à chaque fois avec son arme. Voilà, 17 impacts sur les 21 qui ont touché leur cible, et il a rechargé son arme à 2 reprises, ce qui demande aussi une certaine dextérité, puisque c'est une arme, encore une fois, de collectionneur, hein, c'est pas une arme c'est-à-dire que facile à utiliser. 21 tirs et donc plusieurs fois les cartouches remises à l'intérieur. Seulement 4 qui n'ont pas touché leur cible. Bon, on est sur un tueur à gage en fait, c'est le terme, comme dans les films. Alors un tueur à gage, justement, non, a priori non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une arme
fiable, absolument fiable, et donc un tueur à gages qui aurait donc un contrat pour exécuter Sylvain Mollier ou toute la famille Halili, ou en tout cas certains membres de la famille Halili, déjà aurait un niveau de renseignement par exemple sur la famille Halili qu'il n'avait visiblement pas, puisqu'il a oublié l'une des petites filles cachée sous les jupes de sa maman. Et puis l'arme, elle est peu fiable, je vous le disais, et donc ce n'est pas franchement l'arme à feu utilisée par un tueur à gages. Mais est-ce que finalement les enfants, c'est pas un dommage collatéral ? Là c'est difficile à dire, évidemment, mais dans la perspective, dans l'hypothèse d'un tueur à gages qui aurait ciblé, par exemple, la famille Halili, bon, ça colle difficilement, voilà. Ouais. Alors Victor Lefebvre, on a aussi pensé à un moment à des espions de la DGSE, c'est-à-dire nos propres services secrets. Oui, c'était l'affaire des barbouzes de la DGSE qui était en lien avec notamment la loge franc-maçonne du nom de Datanor. Et lors de perquisitions au domicile d'un de ses membres, la police retrouve des munitions de calibre 7,5 mm, soit le même type que celle utilisée dans la tuerie de Chevaline. Mais les vérifications qui ont été effectuées en 2023 sur les agendas et sur les bornages téléphoniques de plusieurs personnes impliquées dans l'affaire des barbouzes de la DGSE n'ont pas permis d'établir de lien entre cette affaire et la tuerie de Chevaline, donc ça fait aussi partie des pistes qui ont été refermées par les enquêteurs. Donc ce ne serait pas la secte Athanor, la loge Athanor. D'ailleurs, on en parlera un jour dans l'affaire, et si vous avez été témoin, d'ailleurs je lance un appel, n'hésitez pas à 0826 300 300, le standard de Sud Radio. Merci beaucoup. Dans un instant, on continue de parler de l'affaire de Chevaline. On va parler notamment de cette famille Halili qu'il faut comprendre et qui n'a cessé d'intriguer les enquêteurs. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles, dont nous avons la chance d'avoir le rédacteur en chef avec nous, Victor Lefebvre. Rebonjour Stéphane. Rebonjour aussi Jean-Marie Bordry, la voix des matinales sur Sud Radio. Notamment le week-end. Et oui, et Jade Serrano, journaliste d'investigation, toujours là, avec nous. Nous sommes en compagnie du journaliste enquêteur du Parisien aujourd'hui en France, Ronan Folgoas. Merci d'être avec nous. Nous parlions des pistes refermées dans cette affaire criminelle de la tuerie de Chevaline. Il y en a d'autres, des pistes qui ont été refermées par les enquêteurs, notamment la piste de ce légionnaire. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, un légionnaire qui avait pour principale caractéristique d'être le beau-frère, on va dire, de Sylvain Mollier, le cycliste savoyard qui passait par là. Il était en couple avec donc la sœur, l'une des sœurs de Sylvain Mollier. Et cet homme a été un petit peu, on va dire, convoqué, auditionné par les gendarmes, mais pas dans le cadre d'une garde à vue. C'était une audition en 2014. Et cet homme avait visiblement très très mal vécu ce moment-là. Il avait l'impression d'être mis en cause, d'être en tout cas passé sur le grill. Et à l'issue de cette audition, enfin quelques semaines plus tard, il s'était donné la mort. Ah oui. Et il avait laissé derrière lui une lettre en disant que ce geste n'était pas un aveu, mais un signe de désespoir. Et les magistrats, les enquêteurs étaient restés très, très circonspects, puisque à leur connaissance et de leur point de vue, cette audition n'avait pas été particulièrement violente. Peut-être avait-il, posé des questions qui pouvaient froisser la sensibilité de cet homme, mais en tout cas, voilà. Et dans ce cas de figure, ça aurait dit que finalement, le tueur recherchait à abattre le cycliste et pas la famille. Exactement, ouais. Et c'était l'hypothèse où Sylvain Mollier était la cible principale. Une hypothèse qui n'est d'ailleurs toujours pas refermée et pas écartée, puisqu'il y a quand même un élément factuel, c'est que Sylvain Mollier est la première victime touchée par balle ce jour-là, ce 5 septembre 2012, sur le parking du Martinet. Il est le premier touché. Pourquoi le sait-on ? Bien parce que ensuite, lorsque la voiture des Halili va amorcer cet arc de cercle en marche arrière, ils vont rouler sur le corps de Sylvain Mollier, qui était donc déjà à terre. Donc la seule chose dont on est sûr dans cette enquête, en fait, c'est que le cycliste et la famille n'ont strictement rien à voir, à part l'endroit auquel ils se trouvaient. C'est ça, et c'est en tout cas ça l'élément le plus probable et le plus certain de ce dossier, peut-être, c'est que les victimes n'ont aucun lien entre elles. Ouais, absolument. Il y a c'est le hasard, c'est une rencontre fortuite, et le tueur est là, en position d'attente probablement. Peut-être tapis dans les protégé par la végétation en cette fin d'été. C'est presque une scène de film. Enfin, c'est incroyable. Oui.
Et justement, il y a un autre motard, lyonnais qui avait été aussi un temps soupçonné. Il faisait, je crois, du deltaplane, quelque chose comme ça. Oui, il avait fait un baptême en deltaplane un peu plus tôt dans l'après-midi. Puis à l'issue, il veut rentrer chez lui à Lyon. Et puis il se dit, bon, bah, je me promenais sur les hauteurs du lac d'Annecy. La région est très jolie. J'ai un peu de temps devant moi. Bon, et puis il musarde comme ça. Il navigue à l'azimut. Hein, c'est ce qu'il expliquera aux enquêteurs. Et il s'engage comme ça dans la Combe d'Ir. Donc cette route montante et il va même dépasser le parking du Martinet. Or c'est interdit, les véhicules motorisés doivent s'arrêter, les piétons peuvent continuer sans problème et même les véhicules autorisés peuvent le faire, mais pas lui. Et donc il va être réprimandé par des agents de l'ONF qui sont présents sur place, quelques centaines de mètres plus loin, et il va rebrousser chemin. Il va rebrousser chemin et il va repasser dans le parking du Martinet. Ça, les agents de l'ONF sont formels. Et après, que fait-il? Que devient-il? On ne sait pas très bien. Mais en tout cas, eh bien, il a été entendu, retrouvé. Ça a été très long. Hein. Il ne s'est pas manifesté. Mis hors de cause. Mais finalement, voilà, à l'issue de sa garde à vue en début 2022, il a été mis hors de cause. Ouais. Voilà. Bon, alors, il est temps de revenir sur le profil de cette famille Al-Hili, qui est intéressante, qui est au cœur de l'enquête aussi. Jade, j'aimerais que vous nous en disiez 2 mots. Sur la famille ? Oui. Oui, sur la famille, c'est un couple d'origine irakienne qui vit en Angleterre, qui ont 2 filles. Un couple plutôt bien sur tout rapport. Hein. Le mari est un ingénieur civil. On s'est demandé un temps s'il n'était pas justement un membre des renseignements. A priori, on n'a toujours pas la réponse sur ce point. Voilà. Et donc c'est une famille qui n'est pas banale, qui intrigue les enquêteurs. Pourquoi ce profil de famille pourrait diriger l'enquête vers un secret industriel? Ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Alors, c'est parce qu'il travaille dans ce domaine. Saad Al-Hili était ingénieur il concevait des satellites à usage civil, donc qui pouvaient représenter, oui, des enjeux industriels importants, notamment dans le secteur, vous voyez, de la téléphonie. Il y a des enjeux très lourd, mais en même temps, il n'était pas dépositaire de secret d'État. Oui, il n'était pas habilité d'ailleurs secret défense. Il n'était pas habilité, voilà, tout à fait. Oui, mais en même temps, ce qu'Éric Maillot, le procureur d'Annecy, a révélé à la presse, c'est qu'il détenait quand même des informations plus importantes que ce qu'il devait savoir. Oui, alors ça. Donc c'est pour ça que c'est une piste explorée en tout cas. Oui, ça a été dit, ça a été évoqué qu'il avait effectivement connaissance de certains secrets industriels, mais est-ce que ces secrets étaient de nature à engager des services concurrents, des services de renseignement concurrents, et mobiliser peut-être un éventuel tueur à gages? Bon, les enquêteurs sont restés très très dubitatifs quand même sur cette idée. De toute façon, on en est réduit à des hypothèses et c'est normal pour fermer des portes. Mais vous-même, qui êtes au service police-justice du Parisien, qui est peut-être le meilleur de France, en tout cas sur la presse écrite, faut bien le dire, vous avez vu un certain nombre d'affaires, des cas où toute une famille, de l'adulte jusqu'à l'enfant en bas âge, est exécutée froidement de cette manière professionnelle. Vous en avez vu combien en 20 ans ? Alors moi, je n'ai pas forcément le recul historique que vous évoquez, mais non, il n'y a pas d'éléments d'antécédents comparables. Il faut remonter aux affaires du SAC et le massacre d'Oriol pour retrouver. C'est quelque chose. C'est pour ça que l'histoire est absolument hors du commun. C'est une histoire rarissime. C'est une exécution collective. Ouais. Victor, l'affaire Athanor aussi ressemble. Hein. Ouais. Alors, on y reviendra dans une prochaine émission sur la loge Athanor. Victor, une drôle de circonstance dans le passé de Madame Al-Hili va aussi conduire les enquêteurs vers une fausse piste. Oui, puisque à l'été 2014, le tabloïd britannique The Daily Mail publie un scoop qui change tout. Iqbal a eu une autre vie avant d'épouser Saad en 2003. Elle a été mariée à un Américain et a vécu 2 ans en Louisiane sous un faux nom, sous le nom de Kelly. Elle se faisait donc appeler Kelly. L'annonce a fait l'effet d'une bombe puisque dans l'entourage des Al-Hili, personne n'était au courant. Et les enquêteurs avaient déjà creusé d'ailleurs cette piste, puisque dès octobre 2012, les magistrats instructeurs avaient pris soin de délivrer une commission rogatoire. C'est d'ailleurs un des éléments techniques au cœur de cette affaire, parce que ça demande énormément de commissions rogatoires à l'international. Et donc les autorités judiciaires américaines ont sollicité en qualité de témoin l'audition de James Dudley Thompson, donc l'époux américain d'Iqbal de 1999 à 2003.
Cette audition n'a jamais eu lieu et pour cause, James Thompson est mort le 5 septembre 2012 au volant de sa voiture, officiellement d'une crise cardiaque, mais il n'y a jamais eu d'autopsie, jamais eu d'analyse toxicologique sur son corps, donc ça reste là encore une coïncidence. Ça aussi, c'est une sacrée coïncidence. Ça rajoute là à l'extraordinaire, ça convoque évidemment bien tous les fantasmes possibles de complot international avec cette concomitance entre 2 décès, avec des personnes qui n'avaient plus de lien sur les dernières années, puisque, comme vous l'avez rappelé, Iqbal a quitté les États-Unis vers 2001-2002, elle n'a plus de contact avec cet homme, et pourtant, voilà, le destin fait qu'il décède. Ça renforce l'idée d'un contrat pour le même coup, jour. Le fait que il meurt 7 heures plus tard d'une crise cardiaque officiellement, en tout cas, c'est quelque chose qui a alimenté la thèse du contrat. Ça alimente cette hypothèse un peu folle, mais en même temps, ça ne prouve absolument rien, évidemment. Et d'autant que là, il faut quand même rester factuel à un moment donné. On est sur une crise cardiaque. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas pu être contredit, comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu d'autopsie pratiquée. Mais l'hypothèse la plus forte, c'est quand même celle d'une crise cardiaque qui peut arriver, à peu près. Incroyable. Incroyable coup du destin. Je voudrais quand même vous poser une petite question. On a parlé de cette technique de tir fichant. C'est quoi exactement les caractéristiques? Alors pour résumer simplement, disons que c'est un tir d'achèvement pratiqué du haut vers le bas. Du haut vers le bas, c'est-à-dire que le tireur a un ascendant sur la victime et c'est un tir d'achèvement qui est pratiqué à quasiment à bout touchant. On est là. C'est pour être sûr que l'on a bien tué la victime. C'est un tir qui ne laisse absolument aucune chance à la victime de survivre à ses blessures. Mais ça veut dire que la victime est à terre? Pas forcément à terre, elle peut être assise. Ou en tout cas, le tireur a un ascendant, si vous voulez, la trajectoire va être descendante. La trajectoire de la balle va forcément être descendante. Elle se plante dans le sol, vous visez le sol. C'est un terme qui existe aussi pour la chasse, par exemple. C'est ça, tout à fait. Et donc ça, c'est un tir qui est enseigné, alors pas de manière forcément exclusive, hein. Attention, d'autres personnes peuvent le pratiquer, mais il faut quand même... C'est une signature en fait dans cette affaire de Chevaline. Ce type de tir est une signature, une constante que l'on retrouve sur les 4 victimes. Et donc ça suppose, ça laisse à penser en tout cas que le tireur a été formé à ce type de tir. Et on est formé où? On est formé dans des services de renseignement, des services secrets. En France, ça peut être la DGSE. Par exemple, bien sûr que c'est l'un des services où la Royal Air Force, où de manière non officielle ce type de tir est enseigné. Et puis c'est enseigné également côté suisse dans les services, secrets. On va revenir dans un instant sur William Britt Martin. Je rappelle, c'est le vététiste qui retrouve la scène de crime, qui est le premier sur place. On n'a peut-être pas tout dit sur ce profil-là. Et puis on va vous parler dans un instant de la manière dont les médias et l'opinion ont réagi sur ce qui est une des plus incroyables histoires criminelles de ces dernières années. A tout de suite pour la suite de la tuerie de Chevaline sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles. Ensemble, on regarde l'actualité judiciaire et cette semaine, nous parlons de l'affaire de la tuerie de Chevaline. Avec Jade Serrano, journaliste d'investigation, Victor Lefebvre, rédacteur en chef de la revue Affaires criminelles, Jean-Marie Bordry, la voix des matinales sur Sud Radio du week-end, bien sûr. Et puis notre invité, Renan Folgoas, journaliste enquêteur au service investigation du Parisien, qui a été l'auteur de belles révélations il y a peu. Adrien Pelletier nous a rejoint, vous savez, c'est notre spécialiste en communication et expert des réseaux sociaux. Avant de vous donner la parole, Adrien, je voudrais quand même qu'avec Renan Folgoas, on s'en dise un petit peu plus sur le profil de William Britt Martin, ce vététiste qui va découvrir la scène de crime, qui est le premier donc arrivé sur place. Oui, donc en 2012, il a 53 ans. C'est un ancien de la Royal Air Force, donc un militaire de formation, qui est devenu pilote de ligne pour la British Airways. Et puis il a eu des problèmes de santé, donc il s'est reconverti comme instructeur. Il gagne très bien sa vie. Il se balade comme ça entre la Haute-Savoie, où il a une résidence secondaire, et donc la région de Londres, où il est domicilié. Et il va faire preuve ce jour-là d'un sang-froid assez extraordinaire.
Un peu comme le tueur aussi que les enquêteurs recherchent. Il a un sang-froid extraordinaire parce que il va avoir la présence d'esprit de déplacer les corps de Sylvain Moulier et de la petite Zeynab, de peur que la voiture dont le moteur tourne et les roues patinent encore, ça fait beaucoup de bruit tout ça, et il a peur que la voiture se remette en marche avant, et que peut-être la voiture écrase les corps, donc il va avoir cette présence d'esprit, cette lucidité pour déplacer les corps de quelques mètres. Ensuite, il va passer une main à l'intérieur du véhicule pour couper le contact. Et puis voilà, sans perdre son sang-froid. Et puis après, il prévient c'est lui qui prévient les secours. Et là, il va vouloir appeler les secours, mais il est en zone blanche, ce qui va être confirmé par l'enquête. Hein. Et donc, il va quitter la scène de crime. Il va quitter sur le chemin, toujours avec son VTT, il fait il redescend, et au bout de quelques centaines de mètres, il va croiser un promeneur qui lui est en voiture avec 2 amis, et il va donc les informer qu'il vient de découvrir une scène atroce. Et voilà. Oui, mais s'il n'était pas tombé sur ces promeneurs, qui nous garantit qu'il allait prévenir les secours? Il n'y a pas de certitude dans la matière, mais ce qui est vrai quand même, c'est qu'il a essayé, semble-t-il, de prévenir, mais qu'il était dans une zone blanche. Mais d'ailleurs, il s'écoule très peu de temps entre le moment où il découvre la scène de crime, selon son récit, et l'arrivée des secours. C'est seulement une vingtaine de minutes. Oui, les secours réagissent très vite, mais lui va rester sur place environ 3-4 minutes. Et en même temps, il n'y a pas non plus d'éléments. Est-ce qu'on peut imaginer que ce vététiste ait pu mentir aux enquêteurs? Mais de toute façon, les enquêteurs s'intéressent toujours à ce primo-intervenant, c'est-à-dire la personne qui découvre les corps, qui découvre une scène de crime, est forcément une personne suspecte. Ça, c'est la base. Et ensuite, ils s'en sont intéressés à son emploi du temps, à sa connaissance éventuelle des victimes. Il n'y a pas de lien établi entre William Brett Martin et la famille Halili. Pourtant, ils vivaient à quelques dizaines de kilomètres les uns des autres, mais il n'y a pas de lien démontré. Voilà. Et cet homme, William Brett Martin, était un vététiste habitué à se balader dans la Combe d'Ir. Ce n'est pas la première fois qu'il se rendait sur place. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qui posent question. Il a une manière de s'exprimer, une sorte de maîtrise de sa parole, une maîtrise de ses gestes aussi au moment de la découverte de scène de crime, qui interroge forcément. Mais pour autant, son implication n'a jamais pu être démontrée. Mais ça aussi, ça renvoie à des failles de l'enquête, à un manque peut-être aussi de discernement. C'est facile à dire après coup, mais un manque de discernement des enquêteurs dans les premiers instants. Oui, j'allais vous dire, les constatations ont-elles été bien faites? Parce que souvent, les affaires qui sont des cold cases, c'est parce que ça a mal commencé. Sur lui en particulier, des erreurs ont été faites. Ses vêtements n'ont pas été saisis immédiatement. Son sac à dos a été analysé plusieurs heures plus tard, parce qu'il portait un sac à dos avec divers objets, mais comment savoir s'il n'y avait pas non plus une arme à l'intérieur? Les enquêteurs se sont posé la question, évidemment, mais ils n'ont pas eu cette présence d'esprit peut-être immédiatement de saisir son casque, de saisir sa tenue cycliste. Et c'est seulement plusieurs jours plus tard, et même quelques semaines plus tard, qu'ils ont enfin réuni tout son matériel. Oui, les constatations ne sont pas extraordinaires au démarrage. S'agissant de lui en particulier. Et la scène de crime, on aurait raté des choses sur la scène de crime? Des prélèvements ont pu être faits un peu à la va-vite, c'est-à-dire que cette scène de crime qui a été bouclée évidemment dans les toutes premières minutes après l'arrivée des premiers secours et des premiers intervenants, cette scène de crime a été rouverte 2 jours plus tard. Et donc il y a peut-être eu aussi de la déperdition de preuves sur des éléments ADN qui auraient pu être prélevés s'il y avait eu plus de temps consacré à cette étape indispensable. Et puis des douilles aussi ont été déplacées. Sous l'effet aussi des pales de l'hélicoptère qui étaient arrivés sur place. Donc vous voyez, des petites choses comme ça qui, mises bout à bout, laissent à penser que non, tout n'a pas été bien fait dans les règles de l'art. Mais c'est facile à dire, évidemment. Évidemment. Alors dans un instant, vous allez nous dire, pour vous, quelle est la piste la plus vraisemblable. C'est assez intéressant parce que vous êtes un de ceux qui connaît le mieux cette affaire de la tuerie de Chevaline. Mais je voudrais, non pas pour teaser, mais je voudrais que Adrien Pelletier nous dise un mot sur l'intérêt des médias et du grand public pour cette affaire. C'est un intérêt multifactoriel. Tout à fait, oui. C'est un intérêt qui tient sans doute à différents aspects qui rendent cette affaire unique. Le déroulé du crime d'abord, les victimes, dont on ne sait si certaines sont collatérales et d'autres non, la dimension internationale de l'affaire, une dimension irakienne, une dimension britannique, le contexte, le fameux Luger P406, sur lequel on a beaucoup parlé et sur lequel beaucoup d'hypothèses ont été émises. Et donc,
Ça attise la curiosité, et si on regarde de près les mots-clés les plus utilisés dans les médias, on retrouve, c'est assez éloquent d'ailleurs, ça nous renseigne sur l'objet de cet intérêt. On a des mots comme irakienne, cycliste, épouse, car on se rappelle que le passé de l'épouse Al-Hili avait été remis en cause. On a aussi mégots, parce que certains mégots avec des fragments d'ADN avaient été retrouvés sur place. Qui n'ont rien donné d'ailleurs. Non, mais ils manifestent cet intérêt depuis le départ, avec un engouement similaire sur les réseaux sociaux et sur les médias. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'année passée, on a 1500 posts sur les réseaux sociaux, 1500 à peu près retombés sur les médias. C'est un intérêt similaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, les réseaux sociaux donnent davantage de spéculation, de fantasmes. Là, on a vraiment un intérêt équilibré. Et puis, il y a autre chose, c'est que cette affaire, son intérêt, c'est aussi qu'elle rebondit. Il y a une forme de feuilletonisation de cette affaire. Oui, tout à fait. Bon, en l'occurrence, le Parisien apporte des éléments d'actualité, avec ses nouvelles expertises qui méritent d'être divulguées. Mais on ne peut pas nier qu'il y a un phénomène de feuilletonisation, voire parfois de surenchère. D'ailleurs, l'hypothèse d'un militaire qui avait vrillé avait déjà été évoquée par le passé. Et donc cette thèse ne fait que l'accréditer, ces expertises ne font que l'accréditer. Par ailleurs, si on reste sur l'échelle d'1 an, on observe 2 grosses séquences médiatiques l'an passé sur Chevaline. La première, c'est en mai dernier, lorsque la juge du pôle des cold cases a ordonné de nouvelles investigations et des expertises ADN. Et puis, c'est ce pic-là d'activité en février, donc. Et quant à l'aspect feuilleton, eh ben, il s'accompagne toujours d'une course à l'exclu. Ouais. On se rappelle que des médias avaient été condamnés pour recel d'images, mais relaxés ensuite, après avoir diffusé des photos de la scène de crime. Et bien sûr, chaque élément est propice à des rediffusions d'émissions, comme récemment sur RTL, ou même à des formats un peu plus exclusifs. On se rappelle de Society qui avait diffusé qui avait publié un grand papier là-dessus. Ouais. Alors Adrien, comment étaient accueillies les nouvelles révélations du Parisien ? Oui, bon, sans surprise, ces nouvelles expertises rendues publiques le 4 février ont remis une pièce dans la machine médiatique et ont généré une reprise massive de cet article du Parisien qui a été repris par plus de 200 médias en quelques jours. 200 médias, 200 médias en ligne ont relayé cette information et les réseaux sociaux évidemment ont fait de même en commentant ces nouvelles hypothèses sur le profil du meurtrier. Mais ce qui ne constitue à l'heure actuelle qu'une supposition, certes issue d'un réexamen très minutieux, mais sans suspect réel identifié. Pas encore. Pas encore, évidemment, a enflammé les rédactions et le public qui restent en veille depuis 10 ans, plus de 10 ans sur cette affaire hors norme. Pour vous donner juste un ordre d'idée, avec sa vidéo YouTube, son post sur X, le Parisien a généré plus de 7000 réactions sur les réseaux sociaux, donc des posts, des hypothèses un peu d'enquêteurs en herbe, on va dire, qui vont de leur propre théorie. 500 000 vues aussi par ailleurs. Et puis, C'est à vous a fait une émission dans la foulée, titrée... Chevaline, 12 ans après, enfin une piste, donc laissant espérer à de nombreux téléspectateurs qu'un profil avait été identifié. On va demander à Roland Folgoas son hypothèse la plus vraisemblable. Vous êtes, Ronan, celui qui a révélé pour le Parisien ces derniers rebonds du pôle cold case de Nanterre. Quelle est votre hypothèse ? Moi, je pars d'une observation simple qui n'est pas tellement sujette à discussion. Je pense qu'il faut prendre le problème par ce bout-là, me semble-t-il en tout cas. C'est que ni Léa Lily, ni Sylvain Mollier ne savaient eux-mêmes qu'ils allaient se rendre sur le parking du Martinet ce jour-là, ce 5 septembre 2012, vers 15h30. Eux-mêmes ne le savaient pas une heure plus tôt. C'est ce que l'enquête, en tout cas, laisse à penser aujourd'hui. Et surtout, personne autour d'eux ne pouvait imaginer qu'ils allaient se rendre sur place. Donc, partant de là, le tueur, à mon avis, n'avait rien contre Léa Lily, n'avait rien contre Sylvain Mollier. C'est en tout cas vraiment mon sentiment, je le dis de manière très modeste. Je peux être contredit dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Mais cet homme-là, ce serait un homme habité par une pulsion meurtrière extrême, l'envie de faire un carton, pour le dire un peu trivialement. Mais un militaire, un ancien militaire. Un homme rodé à l'exercice, capable de maîtriser son geste, de maîtriser ses émotions. Mais donc qui n'aurait jamais recommencé. Et qui n'aurait probablement pas recommencé, puisque là, il aurait atteint une sorte d'acmé, si vous voulez, une consécration absolue dans sa logique interne, bien sûr, et qu'il aurait pris quelque part sa retraite, peut-être sur ce... Et on l'a vu dans plusieurs autres affaires. Merci beaucoup, Ronan Folgoas, d'avoir été avec nous et d'avoir mouillé le maillot dans votre expertise de cette tuerie de Chevaline. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube, bien sûr, de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle émission. Et tout de suite, on part avec Alain Marty sur les routes des vins de France. Absolument, et on va vous présenter les nouveaux passionnés du domaine, des domaines qui cassent les codes, juste après les infos. A tout de suite sur Sud Radio.